Et si ce que nous appelons empathie n'était pas toujours une qualité lumineuse, mais parfois une stratégie de survie enracinée dans une enfance où il n'était pas permis d'exister pour soi. Carl Gustav Jung, dans les dernières décennies de sa vie, a observé un phénomène troublant chez certaines âmes profondément sensibles. Des individus apparemment altruistes, toujours disponibles pour les autres, d'une compassion inépuisable, mais intérieurs brisés, fatigués, étrangers à eux-mêmes. Jung soupçonnait que beaucoup de ces empathes n'étaient pas des êtres dotés d'un don mystique, mais des enfants à qui l'on avait très tôt interdit d'être égoïstes. Des enfants qui avaient appris, parfois de manière invisible, que leur valeur dépendait de leur capacité à répondre aux besoins émotionnels des autres, en particulier ceux de figures parentales instables, absentes ou narcissiques. La compassion alors ne naît pas de l'abondance, mais du manque. Elle devient une compulsion, une hypervigilance constante. Lire les humeurs, deviner les besoins, apaiser les tensions. L'amour se transforme en mission. Et l'amour-propre, il est sacrifié silencieusement. Ce que Jung propose ici n'est pas une critique, mais une libération. Comprendre que derrière l'empathie excessive se cache souvent une programmation. Non pas un choix libre, mais un réflexe conditionné. Et qu'il est possible, il était nécessaire, de revenir à soi, de s'autoriser enfin à être entier, même si cela implique parfois d'être un peu égoïste. Comment l'empathe apprend à surveiller les émotions des autres pour se sentir en sécurité. Avant même de savoir lire ou écrire, certaines personnes ont appris à lire l'atmosphère d'une pièce, le ton de voix du père, le regard inquiet de la mère, les silences pleins de tension. Ce sont des enfants qui ont développé très tôt ce que Jung aurait appelé des antennes psychiques, une capacité à capter l'état émotionnel des autres avec une précision troublante. Mais cette sensibilité n'est pas un hasard. Elle émerge dans des foyers où l'amour est conditionnel, où l'humeur des adultes est instable, ou encore où l'enfant doit jouer un rôle pour mériter l'attention. C'est ainsi que naît l'hypervigilance émotionnelle. L'enfant devient un radar vivant. Il scanne sans cesse son environnement, apprend à s'adapter avant même que le danger soit visible. Il sourit pour apaiser, se tait pour ne pas déranger, devine les besoins avant qu'ils soient exprimés. Cette adaptation sauve, mais elle coûte. Elle enseigne à l'enfant que son propre monde intérieur doit être mis en veille. Que ressentir, pour soi, est dangereux, inutile ou égoïste. Il devient un expert des émotions des autres, mais analphabète des siennes. Et ce mécanisme persiste à l'âge adulte. L'empathe entre dans ses relations avec ce même réflexe. Que ressens-tu, toi, avant de se demander « Et moi, qu'est-ce que je ressens ?» Il devient indispensable dans la vie des autres, mais invisible pour lui-même. Il écoute tout le monde sauf sa propre voix. Comprendre ce conditionnement est un premier pas vers la liberté. Car cette hypervigilance, jadis vitale, peut aujourd'hui être reconnue, puis doucement relâchée. Ce n'est qu'en baissant les armes de la surveillance constante qu'on commence à découvrir qui l'on est vraiment, en dehors de la mission d'être utile. Quand aimer les autres devient un devoir et s'aimer soi-même, une trahison. On admire souvent les personnes sensibles. On les décrit comme généreuses, douces, prêtes à tout donner. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'elles ont dû sacrifier pour survivre ainsi. L'empathe, tel que Jung le percevait, n'est pas né avec un cœur grand ouvert par miracle. Il l'a ouvert par nécessité, en apprenant dès l'enfance que la colère n'était pas permise, que poser une limite était dangereux, que dire non risquait de briser l'amour fragile qu'on lui offrait. Alors l'enfant sensible a renié des parts essentielles de lui-même, sa frustration, ses besoins, son désir de s'affirmer. Il a appris à sourire quand il voulait, crier, à consoler alors qu'il saignait en silence, et à croire profondément que l'amour véritable consiste à s'effacer pour les autres. Mais à quel prix? Ce qui semble admirable devient alors une prison intérieure. Car derrière chaque oui automatique se cache un non étouffé. Derrière chaque acte de générosité, un besoin jamais reconnu. Ce n'est pas la bonté qui guide, mais la peur. Peur d'être rejeté, abandonné, perçu comme égoïste. Le résultat est une vie d'auto-trahison douce, mais répétée. Un vide grandissant. Une fatigue de l'âme qui ne comprend pas pourquoi, malgré tant d'efforts, elle se sent toujours seule, non vue, non nourrie. Mais Jung nous rappelle ceci.
L'amour authentique ne peut pas naître du reniement de soi. Ce que l'on sacrifie constamment devient poison, même si cela semble noble. Il est donc vital et profondément courageux de réhabiliter son droit à exister, à ressentir, à dire non, sans se sentir coupable. Car aimer les autres ne devrait jamais signifier cesser de s'aimer soi-même, être connecté à tout le monde, sauf à soi-même. Il est capable de ressentir les non-dits, de pleurer pour une douleur qui ne lui appartient pas, de deviner un malaise derrière un simple silence. L'empathe a un talent rare, celui de pénétrer le monde intérieur des autres comme si c'était le sien. Mais dans ce don, il y a un paradoxe cruel. Plus il s'ouvre aux émotions des autres, plus il devient étranger à sa propre réalité intérieure. Beaucoup d'empathes traversent la vie avec une impression diffuse d'incomplétude. Ils savent écouter, accompagner, apaiser. Mais quand il s'agit de se nommer, de se dire, de se ressentir, un vide se fait sentir, une sorte d'absence de soi. Comme si leur centre s'était déplacé vers l'extérieur. Ce n'est pas un hasard. Jung dirait que cette déconnexion vient du fait que l'enfant empathe s'est construit dans le regard de l'autre. Son identité s'est modelée non pas sur ce qu'il est, mais sur ce dont l'autre avait besoin qu'il soit. Doux, compréhensif, silencieux, fort, jamais un fardeau. Résultat, l'adulte devient un miroir brillant pour tous, mais un mystère pour lui-même. Il ressent tout sauf lui-même, et cette fracture crée une tension silencieuse, une fatigue existentielle, car on ne peut pas indéfiniment se donner aux autres sans un retour vers soi, sans un enracinement dans sa propre vérité. Le paradoxe de l'empathe, c'est qu'il porte un immense potentiel de connexion humaine, mais que ce potentiel ne devient véritablement guérisseur que lorsqu'il est aussi dirigé vers soi. Se reconnecter à soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une nécessité psychique, un retour à la maison, une manière de devenir enfin entier. Ce que nous appelons égoïsme est parfois un cri de l'âme qui veut simplement exister. Dans la vision de Jung, tout ce qui n'a pas été autorisé à vivre en nous ne disparaît pas. Cela se retire dans l'ombre. Et un jour, cela revient frapper à la porte, parfois sous forme de colère, de tristesse inexpliquée ou d'un vide difficile à nommer. Chez l'empathe, cette ombre est souvent composée d'éléments jugés inacceptables. Le besoin de poser des limites, la colère face à l'injustice, le droit de dire non, le désir d'exister pour soi-même. Tous ces élans naturels ont été, dès l'enfance, perçus comme dangereux ou honteux. Ils ont donc été refoulés. Mais Jung nous alerte, l'ombre n'est pas mauvaise. Elle contient souvent ce qu'il y a de plus vivant en nous, y compris ce qu'il appelait l'égoïsme sacré, non pas la forme immature et destructrice du « je me fiche des autres », mais l'affirmation éthique et courageuse de soi. L'égoïsme sacré, c'est oser dire « j'ai le droit d'exister, même si cela dérange. J'ai le droit d'avoir des besoins, même si cela déçoit. J'ai le droit de ne pas être disponible tout le temps, même si cela choque l'image qu'on a de moi. » Ce retournement est douloureux pour l'empathe, car il entre en conflit direct avec son identité. Il croit trahir son essence en se mettant au centre. Et pourtant, c'est précisément cela qui permet une véritable transformation intérieure. Intégrer. Son ombre ne veut pas dire devenir dur ou indifférent. Cela veut dire redevenir complet. Récupérer ce feu intérieur, cette souveraineté perdue, cette capacité à dire « je suis », sans justification, sans honte. C'est dans cette réintégration que l'empathe cesse d'être une victime de sa sensibilité et en devient le maître conscient. Quand l'âme dit « je ne peux plus continuer ainsi », il y a un moment, parfois brutal, où l'empathe s'effondre. Le corps ne suit plus, l'esprit se brouille, les émotions débordent. Un épuisement qui va bien au-delà de la fatigue physique. C'est comme si l'âme elle-même refusait de continuer à vivre en trahissant sa propre vérité. Ce moment, Jung le reconnaissait comme une étape essentielle du processus d'individuation. Lorsque la personne n'arrive plus à maintenir le masque, le rôle, l'adaptation, tout ce qui a été refoulé, ignoré, minimisé, remonte à la surface. Le burn-out, dans ce contexte, n'est pas un simple excès de travail ou un déséquilibre ponctuel. C'est une rupture intérieure, une révolte silencieuse du soi profond, contre des années, parfois des décennies, de suradaptation. Une fatigue sacrée qui vient dire « assez ». Chez l'empathe, cette crise est souvent plus insidieuse,
car il ne s'agit pas de surcharge visible, mais de saturation émotionnelle. Trop d'écoute, trop de concessions, trop de douleurs absorbées, trop peu d'espace intérieur. On vit pour les autres, et soudain, on ne sait plus qui l'on. Et c'est là que commence le véritable travail. Car cette crise, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation. L'invitation à revenir à soi, à cesser de mendier l'amour par le sacrifice, à poser la question oubliée. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je ressens? Jung considérait ces moments de rupture comme sacrés. Non, pas comme une fin, mais comme un seuil. Le point exact où l'ancien soi s'effondre, pour que le vrai puisse émerger. Ce que l'on appelait faiblesse devient alors un appel à l'alignement. Et ce que l'on croyait être une chute se révèle être le commencement d'une vie vécue, enfin de l'intérieur. Intégrer l'empathie et l'amour de soi, ne plus choisir entre les deux. Pendant longtemps, l'empathe croit devoir faire un choix douloureux, être fidèle à sa sensibilité ou apprendre à se protéger. Donner aux autres ou enfin penser à soi. Mais Jung propose une voie radicalement différente. Ne pas choisir. Intégrer. C'est le rôle de ce qu'il appelait la fonction transcendante, un processus psychique profond qui permet de tenir ensemble deux forces opposées, de les faire dialoguer et d'en faire naître une troisième réalité, plus vaste, plus vivante. Dans ce cas précis, il s'agit d'unir l'altruisme et la souveraineté, l'écoute des autres et l'écoute de soi, l'amour offert et l'amour reçu, non pas comme un compromis tiède, mais comme une nouvelle forme d'être au monde, plus consciente, plus enracinée, plus juste. L'empathie, sans limite, devient fusion et épuisement. L'individualisme rigide, sans ouverture, devient isolement et froideur. Mais entre les deux, il existe un chemin d'équilibre, le détachement aimant. Une posture intérieure dans laquelle on peut aimer sans se perdre, aider sans se sacrifier, dire non sans cesser d'être bon. C'est un apprentissage exigeant, car il demande de ralentir, d'observer ses réactions automatiques, de choisir consciemment, de passer de la compulsion à la présence, de la survie à la maturité émotionnelle. Lorsque la fonction transcendante opère, un nouveau soi émerge, plus centré, plus libre, mais toujours relié. Un empathe qui ne se vide plus pour exister, mais qui rayonne à partir d'un centre solide. Et ce rayonnement n'est pas moins généreux, il est simplement lucide. Et dans cette lucidité, il y a une paix que rien ni personne ne peut plus retirer. Certains liens ne survivent pas à votre vérité, et c'est une bénédiction cachée. Quand l'empathe commence à poser des limites, il découvre une vérité aussi libératrice que douloureuse. Certaines personnes l'aimaient, non pas pour qui il était, mais pour ce qu'il donnait. Dire non après des années de oui provoque des ondes de choc. Se retirer du rôle du sauveur dérange ceux qui y trouvaient confort ou contrôle. Ne plus absorber les émotions des autres laisse certains face à leur propre chaos, sans bouclier. Et l'empathe, habitué à l'approbation et à la reconnaissance, extérieure ressent cela comme une trahison de soi, ou plutôt comme s'il trahissait les autres. Mais en réalité, il ne trahit rien. Il cesse simplement de se trahir lui-même. Jung soulignait que l'individuation implique une solitude temporaire, mais inévitable, un dépouillement. Car devenir soi, pleinement, signifie parfois perdre ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, pas rencontrer cette nouvelle version plus vraie, plus forte, moins accommodante. Ce passage est rude. Il blesse l'ancienne identité fondée sur le don, l'acceptation, la gentillesse. Mais il révèle aussi qui reste, qui aime vraiment, qui accepte de vous voir entier, complexe, avec vos oui et vos non, vos élans et vos retraits. Les relations superficielles tombent, les dynamiques unilatérales s'effondrent, et dans ce grand tri naturel naît un nouvel espace, celui des liens sincères, mutuels, enracinés dans le respect. Décevoir les autres peut être un acte d'amour envers soi. Perdre ceux qui profitaient de votre auto-effacement peut être le début d'une vraie vie relationnelle. Et dans ce vide nouveau, souvent angoissant, se prépare quelque chose de rare, la rencontre avec ceux qui n'ont jamais exigé que vous soyez moins pour être aimé. Redevenir le centre de sa propre vie n'est pas une fuite, c'est une guérison. Il y a dans le parcours de l'empathe un moment fondateur, celui où il cesse de vivre tourné vers l'extérieur pour enfin revenir en lui.
non pas par repli, mais par conscience. C'est ici que naît ce que Jung appelait symboliquement l'égoïsme sacré, un terme provocateur, certes, mais profondément juste. Car ce n'est pas l'égoïsme immature de l'enfant capricieux ou de l'adulte, égocentrique. C'est une posture d'ancrage, une maturité psychique dans laquelle on reconnaît que se respecter soi-même est un acte éthique, que l'on ne peut offrir à l'autre que ce que l'on se donne d'abord à soi. Jung insistait sur ce point. Devenir soi-même est une obligation morale, et cela implique 3 piliers essentiels. La souveraineté émotionnelle, ne plus laisser les autres définir notre valeur ou dicter nos états d'âme, ressentir par soi pour soi, se réapproprier le droit d'être instable, triste, en colère, joyeux, sans chercher validation. Des limites saines, dire non sans s'excuser, reconnaître que protéger son énergie est un acte d'amour, pas un rejet. Poser une frontière, c'est dire « je me respecte et je te respecte assez pour être honnête ». La légitimité des besoins, cesser de minimiser ce qui nous nourrit, reconnaître que nos désirs ne sont pas caprices, mais expression du vivant en nous. Être capable de dire « j'ai besoin d'espace, de repos, d'écoute », sans culpabilité. L'égoïsme sacré ne sépare pas, il aligne. Il permet d'aimer sans se perdre, de donner sans se trahir. C'est le socle invisible sur lequel l'empathie devient adulte, choisie, lucide, libre. Et c'est sur ce socle que l'empathe cesse d'être un refuge pour les autres, pour devenir un foyer pour lui-même. Quand la sensibilité devient un choix, et non plus une obligation. Après avoir traversé la confusion, la fatigue, la colère et la solitude, l'empathe qui choisit le chemin de l'individuation accède à un état rare, celui de l'intégration. Il ne s'agit plus ici d'un empathe qui absorbe tout, qui donne sans compter, qui se dissout dans les émotions des autres, mais d'un être pleinement conscient de sa sensibilité et qui la met au service de la vie sans se sacrifier. L'empathe intégré ne cherche plus à plaire, il cherche à être vrai. Il n'essaie plus de sauver, il choisit d'accompagner quand cela fait sens. Il ne fuit plus les conflits par peur de perdre l'amour. Il accepte de déplaire si cela protège son intégrité. Voici quelques-unes de ses caractéristiques profondes. Le choix émotionnel. Il sait qu'il n'est pas obligé de tout ressentir, de tout porter. Il apprend à dire intérieurement « ce n'est pas à moi ». Il observe sans se dissoudre. Le détachement compatissant. Il peut aimer sans fusionner, écouter sans absorber, être présent sans se vider. Il sait se retirer sans abandonner. La réciprocité. Il ne reste plus dans les relations à sens unique. Il donne, mais reçoit aussi. Il ne négocie plus avec sa valeur. La stabilité intérieure. Il n'est plus un baromètre des autres. Il revient à lui. Il se régule. Il se recentre. Il sait s'apaiser, sans dépendre d'un regard extérieur. Ce n'est pas une perfection à atteindre. C'est une manière plus mature d'habiter sa sensibilité. Une manière qui ne nie rien, mais qui inclut tout. Et dans cette forme nouvelle, d'être l'empathe cesse d'être en survie émotionnelle. Il entre dans une présence vraie, solide, sereine, vivante. Ce qui était une stratégie de survie devient enfin un acte de conscience. Il arrive un moment, subtil mais profond, où l'empathe se retourne sur son parcours et comprend quelque chose de bouleversant. Sa sensibilité n'était pas un don au départ. C'était une adaptation, une manière de rester en sécurité dans un monde imprévisible, une stratégie pour mériter l'amour, éviter les conflits, maintenir la paix, un mécanisme de protection. Pas un choix, mais voilà, ce qui commence comme une survie peut se transformer. Et dans la conscience nouvelle que Jung appelait individuation, l'empathe n'est plus contraint. Il peut choisir quand être disponible, choisir à qui offrir son écoute, choisir comment utiliser sa profondeur, et surtout, choisir de ne plus s'oublier. Cette bascule intérieure marque la vraie liberté, ne plus être gouverné par la peur de déplaire ou le besoin d'être utile pour se sentir aimé, mais vivre à partir d'un lieu plus vaste, plus libre, plus centré. La sensibilité devient alors un outil et non une prison, une richesse intérieure et non un fardeau, une manière d'entrer en relation mais sans s'effacer. L'empathe conscient ne renie pas son passé, il le regarde avec tendresse, il comprend pourquoi il s'est construit ainsi, il honore même cette version de lui qui a survécu comme elle a pu,
mais il ne s'y attache plus, car il sait désormais qu'il n'est pas condamné à se donner pour exister. La véritable liberté, ce n'est pas de ressentir moins, c'est de ne plus être captif de ce que l'on ressent. C'est de pouvoir dire « je suis sensible, oui, mais je suis libre ». Et je choisis comment je vis cette sensibilité, à ma façon. Redevenir le parent intérieur qu'on n'a jamais eu et faire enfin la paix avec soi. Il ne suffit pas de comprendre d'où vient la blessure, il faut apprendre à en prendre soin. Et cela demande un acte de grande responsabilité intérieure, devenir le parent qu'on n'a pas eu. L'empathe qui a vécu toute sa vie à l'extérieur de lui-même doit maintenant revenir au centre. Apprendre à écouter ses propres émotions comme il écoutait celles des autres. À accueillir ses besoins, ses peurs, sa fatigue, sans se juger, sans minimiser. Ce processus, Jung l'aurait vu comme une reconquête lente, profonde, un réenracinement dans le soi. Cela passe par un travail délicat, souvent silencieux. Apprendre à se sécuriser émotionnellement, cesser de chercher refuge dans les autres, offrir à l'enfant intérieur ce qu'il attendait du monde adulte, de la protection, de la clarté, de la bienveillance, faire le deuil de la vie non vécue, reconnaître le temps perdu à se conformer, à plaire, à s'effacer, honorer cette tristesse, sans s'y enliser, car elle ouvre un espace nouveau. Permettre aux soignants de renaître, mais autrement. L'empathe guéri ne devient pas égoïste, il devient conscient. Il continue à aimer, mais à partir d'un lieu habité. Il donne, mais ne se vide plus. La souveraineté psychologique, c'est cela, ne plus attendre d'autrui qu'il nous confirme. C'est savoir se recentrer, s'écouter, se choisir et offrir au monde une présence plus juste, plus complète. Car le vrai pouvoir de l'empathe ne réside pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il est devenu en apprenant à se donner à lui-même. L'empathe intégré n'est plus en quête de validation. Il est devenu sa propre source. Carl Jung ne voyait pas la sensibilité comme une faiblesse. Il la considérait comme une porte vers la totalité, mais à condition qu'elle soit consciente, assumée, incarnée. Tant qu'elle est une réaction automatique, elle enferme. Tant qu'elle vient du besoin d'être aimée, elle aliène. Tant qu'elle est une fuite de soi, elle blesse. Mais quand elle devient un choix lucide, une posture enracinée, alors elle se transforme. Elle n'est plus une hyper-adaptation à la douleur des autres. Elle devient une force tranquille, une sagesse vivante, un super-pouvoir humain. L'empathe intégré ne cherche plus à se faire aimer. Il n'a plus besoin d'être indispensable pour se sentir digne. Il n'utilise plus l'écoute comme monnaie d'échange. Il est, pleinement, entièrement. Et c'est cette stabilité intérieure qui change tout, car il peut maintenant aimer sans se perdre, aider sans s'épuiser, dire non sans se sentir coupable, rester présent sans se dissoudre. C'est cela, l'héritage profond de Jung. Une sensibilité au service du soi, et non plus en exil de soi. Et ce nouveau rapport au monde est contagieux. Il inspire, il ouvre la voie à d'autres empathes, encore pris dans le piège de la suradaptation. Car rien n'est plus puissant qu'une personne sensible, qui n'a plus peur d'exister. Ce n'est pas l'émotion brute qui guérit, mais l'émotion habitée, traversée avec conscience. Ce n'est pas l'empathie en soi qui sauve, mais l'empathie choisie, offerte à partir d'un espace intérieur comblé, nourri, vivant. L'empathe intégré n'a plus besoin de se prouver. Il n'a plus besoin de s'expliquer. Il est devenu ce que Jung appelait un être individué, non parfait mais entier. Et dans ce simple fait d'être, il devient un repère, un miroir, un phare pour lui-même et pour les autres.